Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 15e numéro de On va se faire foot. Comme toutes les semaines, on est de retour pour analyser avec vous l'actualité du week-end passé et se projeter sur l'actualité sportive du week-end à venir. Et au programme ce soir, on va vous parler de football italien, de top 14, de Ligue des Champions bien sûr, et une fois n'est pas coutume, de tennis et de Ligue 2. Pour m'accompagner aujourd'hui, Marc Cabal qui est au Québec toujours. Salut. Giancarlo Bruni qui est entre Milan, Toulouse et San Francisco. Salut les gars. Et Daniel Montero qui est de retour à Lisbonne avec une connexion Internet magistrale. Top, top ce Autant. soir. Toujours autant. C'est ma Donc, connexion à moi qui est pas bonne. ah ouais, non, ouais. La connexion Wi-Fi, on sent la fibre optique vraiment qui scintille. Au Donc, top. on va démarrer sans plus tarder avec notre premier thème, un thème sur La enfin, un fibre retour sur optique qui la. scintille. T'as vu? Ben, je le poète. Ça commence très fort. La fibre D'accord. optique qui scintille, j'adore. Tout ça en freestyle, hein, la fibre optique qui scintille. Bon, alors, puisqu'on parle de jeux scintillants, on va tout de suite enchaîner sur cette finale de Ligue des Champions qui opposait donc le Manchester City, le brillant Manchester City de Pep Guardiola au pâle Inter du Milan de Simone Inzaghi. Et donc, on a eu vraiment une finale, une purge en 68 minutes. Et finalement, Manchester City s'est imposé un peu sur un hold-up, moi je dirais 1-0. Alors c'est effectivement une victoire méritée sur l'ensemble de la saison, mais pas forcément sur le match. Donc ce qui nous inspire, voilà, ce qui nous inspire notre premier thème de cette émission. Donc on va se demander si aujourd'hui on peut considérer comme que Pep Guardiola est le plus grand entraîneur de l'histoire du foot. Je sais que Marc est avec son catalanisme débordant et forcément de ce côté-là. Marc. Ouais, je ne sais pas si on peut dire que c'est le meilleur. Moi, c'est celui évidemment, qui me rejoint le plus parce que pour moi, le foot, c'est un jeu et le jeu, c'est du spectacle. Et on ne peut pas dire que, même si sur cette finale, on s'est un peu ennuyé, il faut On a quand vu même le le dire. spectacle, hein. Pas Mais, de samedi, toute vraiment. façon, le point commun entre les trois finales de Coupe d'Europe qu'il y a eu cette année, c'est que c'était vraiment une purge à chaque fois, hein, que ce soit l'Europa League ou que ce soit l'autre. Je ne peux pas dire que moi, je me sois vraiment, vraiment éclaté. Euh, Ceci dit, pour revenir au thème, à ce thème-là, je dirais que c'est parmi les plus grands entraîneurs pour moi. Je ne sais pas si je le place par exemple au-dessus de Carlo Ancelotti. Je veux dire, c'est quand même un entraîneur qui a tout gagné aussi, qui a su s'adapter à je parle de Carlo Ancelotti, à différentes cultures comme lui. Lui m'impressionne dans sa capacité, à plusieurs niveaux. Sa capacité d'adaptation, il s'est quand même imposé en Espagne, il s'est imposé en Allemagne et il s'est imposé dans le championnat le plus difficile à l'heure actuelle, c'est-à-dire en Angleterre. Donc, il a su s'adapter en gardant plus ou moins la même philosophie, c'est-à-dire un jeu romantique, on va dire, basé sur un jeu de possession et puis à la perte de balle, à essayer de le récupérer assez rapidement. Mais ceci dit, quand il est arrivé au Bayern, il n'avait pas les mêmes joueurs. Il n'avait pas un Xavi, un Iniesta. Il a dû s'adapter à une nouvelle équipe. Puis, C'est vrai qu'il a avec des tocards, ouais. pareil en Angleterre. En Yes, Angleterre, quand il est ouais. arrivé, on ne peut pas dire qu'il y a 9 ans. Il y a 9 ans, hein, c'est ça qu'il est arrivé là-bas. 9 ans, hein, je crois. 7 ans. Quand ouais, il n'avait pas non plus une équipe phénoménale. Moi, ce que je retiens pour être bref, parce qu'on est quatre ce soir et que si on fait comme la semaine passée, ça va être une émission de 2 heures. Pour être bref, c'est un entraîneur qui arrive à s'adapter. C'est un entraîneur qui fait progresser ses joueurs. C'est un entraîneur qui est capable de changer plusieurs fois de tactique. Il a changé au moins 3 4 fois de tactique cette année. C'est un entraîneur, on va dire, oui, qui a beaucoup dépensé. Il y a eu beaucoup de dépenses pour gagner. En même temps, il y a plein de clubs qui dépensent énormément et qui ne gagnent pas. Tu veux parler du Euh, PSG, c'est ça? je te laisse. Mais Non, ceci dit, mais je parce pense que que, je maintenant, pense que ça s'est entendu seulement. les auditeurs le savent. Tu as l'espèce de syndrome de Gilles de la Tourette, mais c'est PSG, toi. Pour C'est toi. PSG, ouais. Sans les insultes. C'est ça. Vas-y, ouais, Donc, pardon, vas-y, termine. c'est un entraîneur qui fait progresser ses joueurs. Moi, si on peut pas dire qu'à chaque poste, ça soit les meilleurs du monde. Si on regarde l'équipe vraiment point par point, si on m'avait dit qu'il gagnerait
La Champions League avec la défense centrale avec laquelle il a fini, moi, je n'aurais pas cru en début de saison. Le milieu de terrain, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, j'ai vu que celui de l'Inter de Milan m'a vraiment impressionné. Euh, c'est un joueur, c'est un entraîneur aussi qui m'impressionne par son charisme. Où qu'il soit, il impose ses choix et il se fait respecter. Déjà à Barcelone, avec Messi, qui avait tendance à boire des sodas très régulièrement et à qui il a rapidement mis les points sur les i à ce niveau-là. Et il a aussi tenu son équipe. On a vu que dès qu'il est parti, c'était un peu moins tenu et puis les joueurs commençaient à être moins pros. C'est un entraîneur qui, à tous les niveaux, vraiment, moi, je ne sais pas si on peut lui témoigner que le respect à tous les niveaux, que ce soit par le jeu, par son romantisme, mais aussi son pragmatisme. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui sait quand même se remettre en question parce qu'il a gagné quand même la finale de manière très pragmatique. Rien que pour tout ça, c'est un des plus grands. Le plus grand, moi, je vous laisse décider à ce niveau-là. Giancarlo va dire non, mais je vais lui donner la parole. Je vais les laisser désinguer Guardiola. Ouais, je sais pas trop par où commencer, du coup. Moi, Par début. Sur je veux pas l'orthographe, désinguer Guardiola. Hein. sur Pas sur l'orthographe. l'orthographe, hein. Ça, c'est L'orthographe. Mehdi. Moi, je veux pas désinguer Guardiola. Moi, j'ai du respect pour cet entraîneur parce que, Je oui, reste. c'est un bon entraîneur. Après, dire que c'est le plus grand entraîneur de tous les temps, bon, moi, j'irai pas jusque-là. Et puis sur ce qu'a dit Marc, moi, je mets quand même un bémol, c'est que ce gars-là, quand même, il a pris que des écuries du top 5 européen, quoi. Ou je me trompe. Bah, il va pas aller Barça, entraîner. Bayern, Bah ouais, City, alors qu'ils avaient été rachetés, qui sont blindés. ouais. Moi, j'aimerais bien voir, en fait, voir ce gars-là faire ses preuves sur une Avec Porto, équipe. par exemple. Alors, ouais, pourquoi pas avec Porto? Pourquoi pas avec Porto? Parce qu'il y a des mecs qui ont réussi à gagner les Coupes d'Europe avec Porto, bon, alors que c'est des pipes, apparemment. Non, ce que je veux dire, c'est que s'ils prenaient une équipe, pas du ventre mou non plus, mais tu vois, une Roma, ou, Le ventre mou. Le non, TPC. mais une équipe qui joue pas forcément régulièrement la Ligue des Champions, déjà, qu'il arriverait à inscrire dans la durée dans la Ligue des Champions, de gagner des Le titres TFC. Le TFC, nationaux. par exemple. Ouais, tu vois, je dirais pas non, hein. Guardiola au TFC, j'aimerais bien voir ce que ça donne, quoi. C'est lui qui Il dirait non. supporterait, je sais pas s'il supporterait la pression, mais bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le premier point. Je pense que c'est toujours plus facile aussi de son style de jeu dans des équipes comme ça. Et alors après, sur la finale, ouais, moi je suis d'accord avec vous. Où City, en fait, on se rend compte que contre des équipes comme ça, euh, qui proposent quand même de l'impact physique au milieu, qui ont un volume de course qui est au milieu qui est quand même assez impressionnant, surtout à l'Inter, avec Barella, qui a quand même pris une dimension là, sur cette Ligue des Champions que je trouve assez impressionnant. Et ils seront toujours en difficulté, en fait. Ils sont toujours en difficulté et ils savent, en fait, Guardiola ou pas, ils ne savaient pas quoi proposer. Après, ils le gagnent, c'est très bien, et c'est ce qu'on retient au final. Mais euh, quand ils tombent contre des équipes qui ont ce style de jeu, alors certains disent, bah, en fait, ils tombent contre des équipes qui sont là pour détruire le jeu de Guardiola. Moi, je suis pas sûr, parce que l'Inter, ils ont joué leur jeu habituel quasiment. Ils jouent toujours comme ça. Euh, et cette équipe-là est toujours en difficulté. Et moi, ce que j'aimerais bien chez cet entraîneur, bah, c'est qu'il arrive à proposer des schémas de jeu qui arrivent à proposer autre chose contre ces équipes-là, en fait. Alors après, comme je vous le dis, il a gagné. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il a été pragmatique. Bon, en même temps, lui, il jouait pas, hein, tu me diras. Parce que je ne sais pas je sais pas s'il a mis en place un schéma tactique particulier sur cette finale-là pour jouer l'Inter. J'ai pas eu l'impression, quoi. Mais au final, ce que je retiens, c'est que ils n'ont pas proposé quelque chose, ils n'ont rien proposé, quoi, en fait. Donc, moi, je reste dubitatif sur sa capacité vraiment à tirer les équipes vraiment vers le haut, au-delà du fait que oui, il gagne une Ligue des Champions avec chacun des clubs où il est passé. Ouais, mais c'est le Barça, le Bayern et City. Le Bayern, il n'a pas gagné, Il n'a justement. pas gagné avec le Bayern. Il n'a pas gagné Dani, avec Bayern.
Ah oui, c'est vrai, là, oui, Ouais, Bah, tu vois, raison de plus. ouais. Tu vois, il a même pas été foutu de gagner une Ligue des Champions avec le Bayern. Non, mais Bon, justement, je vais vous donner. pour les raisons que tu Ouais. me dis, à mon avis. Vas-y, Dani. Non, il a été 3 fois champion avec le Bayern. Ouais, il perd Et 3 fois. il perd 3 fois en demi, ouais. Non, juste pour vous donner un chiffre, pour compléter un peu notre analyse sur Pep Guardiola, le top 3 des entraîneurs les plus titrés, vous les connaissez à Moi, l'instant? t'entends quoi par titre? Parce qu'il y a, par exemple, il y a Alex À Ferguson, tout. il y a Alex Non, Ferguson non, en attends. 1, il y a Jock Non, les Stein titres. en 2. Non, Et tu vas me non, non, chercher Jock Stein, il les est champion titres. d'Écosse 25 fois. Je veux dire. Non, 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 les titres de championnat additionnés aux titres européens. Ouais, vas-y. Top Il 3. y a Ferguson en 2. Alors, je vous le donne. Non, Ferguson, il n'y est pas. Ancelotti. Je vous le donne. Arsène Wenger, troisième, avec 19 titres. Deuxième, Pep Guardiola avec 21 titres. Et qui est leader? José Mourinho avec 24 titres. Alors, moi, j'ai pas les Alors, mêmes sources que toi, alors mec. Hein. J'ai pas hein? les mêmes sources que toi, elles sont pas à jour, tes sources. Hein. Ah, le visage de Bah, Marc écoute, vient de se fermer. Non, 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 non. je Non, non. t'assure parce que écoute, j'ai fait. Mais vas-y, termine ton c'est, développement et après, je te donne c'est, à ma source. non mais moi ma source c'est Foot Mercato. Je l'ai vu avant l'émission. Après, Mais je sais vas-y. pas. En tout cas, c'est cette source-là. Mais tout ça, ce que je veux pas dire dans mon analyse que Mourinho est le meilleur entraîneur du monde parce que je le pense pas. Et je pense pas non plus que Pep Guardiola soit le meilleur entraîneur au monde à l'instant. Et si on revient sur le match de City, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, principalement avec ce qu'a dit Giancarlo. C'est vrai que City n'a pas proposé grand-chose. Et Pep Guardiola, il a pas su justement peut-être prendre le match en main, comme il sait le faire et comme il a pu déjà le faire sur d'autres matchs pendant la saison. Mais c'est surtout le milieu de terrain qui a posé un problème à, à Pep Guardiola. Et c'est là où justement on peut un peu lui en vouloir de ne pas avoir justement utilisé son milieu de terrain à lui pour contrecarrer ce plan qui était prévisible en fait. Là, mais ils ont coupé, l'Inter a su couper toutes les relations, tous les circuits préférentiels qu'ils ont habituellement. Ouais, Silva à Land, Gundogan à Land, Gundogan Silva. ouais, Et du coup, il ouais. ne se passait plus grand-chose, hein, en fait. Il se Ouais, passait bon. plus grand-chose. D'ailleurs, Mehdi a raison. C'est vrai que l'Inter, au milieu de tout ça, se crée plus d'occasions que, que City, mais le football, c'est les mettre au fond, et c'est City qui la met au fond. Ce Ah qui oui, est non, dur, mais totalement. Totalement. l'Inter, je les aime pas, hein, mais ce qui est dur, c'est que cette équipe prend Non, un but en 6 matchs. Hein. Elle prend un but ouais, en 6 matchs. Bah, c'est le but, ouais, ouais, le but en finale, quoi. Et ouais. puis, C'est quel but? c'est dur. Alors, juste Dani, juste pour. Bon, alors, je sais pas quelle est la source la mieux informée, mais si tu vas sur bisoccer.com, donc tu as Arsène Wenger qui est 10e avec 21 titres. Tu as Giovanni Trapattoni que tu n'as pas cité, qui est 9e avec 23 titres, toutes compétitions confondues. Donc Pep Guardiola qui est 8e, donc avec. Je sais pas s'ils ont ajouté les titres de ce week-end et de championnat, mais il était à 25 titres sur la dernière mise à jour, à égalité avec Mourinho, 25 titres. Ensuite, tu as Luis Felipe Scolari, 25 titres. Bon, bah, c'est beaucoup de titres au Brésil. Il n'y en a pas beaucoup en Ouais. Europe. Donc, le fameux Jock Stein, 26 titres. L'ancien entraîneur du Celtic Glasgow qui avait fait le triplé avec le Celtic. Otmar Hitzfeld, que tu n'as pas signé, qui a gagné la Ligue des Champions aussi avec deux clubs différents, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, 28 titres. Lobanovski, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'ancien entraîneur du Dynamo Oh, Kiev, ah, l'homme au survêtement, voilà, jaune et bleu, quoi. 30 titres. Et alors, assez surprenant, le En- deuxième, je pense que vous ne l'avez pas, c'est Mircea Lucescu, 32 titres, Putain. avec beaucoup de championnats. je sais où est la différence, Mehdi. En effet. Et, 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 Et et Sir Alex Ferguson, voilà, qui chez toi n'est même pas dans le top 3, il a 49 titres. Non, mais je vais, Très très loin mais je devant, vais Sir Alex t'expliquer Ferguson. pourquoi. Mais il y a une explication à la différence, en fait. Je viens de le voir. C'est que vous dans allez les vraiment titres que faire tu un as débat sur les comptabilisés. chiffres là, les gars? Non, non, mais c'est juste pour corriger. C'est que dans le nombre de titres que tu cites, il y a des titres qui sont en deuxième division. Et là, dans les stats que j'ai, c'est que de la première division. Ouais, bon, je suis pas C'est la sûr. différence. Pour Mircea Lucescu, Sir Alex Ferguson, 49 titres, je suis pas sûr. Mais alors, justement, pour rebondir sur les titres, moi, je m'arrête pas au titre, en fait. Parce que pour moi, un entraîneur
Un entraîneur qui marque l'histoire, c'est un entraîneur qui apporte quelque chose dans le jeu et qui laisse sa patte dans le jeu. Vous voyez, par exemple, Alex Ferguson, il a gagné beaucoup de titres, mais est-ce qu'on est capable de dire que voilà, il y a un style de jeu Ferguson, que Ferguson, il a marqué de son empreinte l'histoire du jeu ou l'histoire de Manchester par le jeu? Non, je suis pas capable de le dire. Je vais avoir beaucoup plus de respect pour il y a très longtemps Elenio Herrera, même si c'est pas ma tasse de thé, parce qu'à l'époque, il a inventé quelque chose qui est resté dans. Ou Johan Cruyff. Ou Johan Cruyff. Cruyff. Ouais, Voilà, Cruyff. Si tu mais, pars, si tu pars par là, c'est Cruyff. même Cruyff, je suis pas sûr, parce que Cruyff, c'est l'héritier de Ah quelqu'un bah si. d'avant. Cruyff, c'est l'héritier de Ouais, Rinaldo, mais bon. tu vois. De la même manière que Guardiola, c'est l'héritier de Cruyff. Guardiola, pour moi, je suis pas persuadé, même si c'est un super entraîneur, hein, j'adore voir ses équipes jouer, mais je suis pas persuadé qu'il ait révolutionné le jeu ou qu'il ait inventé le jeu de la même manière que Van Gaal dans les années 90 ou Saki, parce que je pense qu'on y viendra après, à la fin des années 80. Par exemple, Marc a cité Ancelotti. Ouais, Ancelotti, il a 4 Ligues des Champions, donc il a une Ligue des Champions de plus que Guardiola. Mais de la même manière, qu'est-ce qui va rester d'Ancelotti dans le jeu? J'en sais trop rien, tu vois. Voilà, c'est des entraîneurs qui gagnent, c'est des entraîneurs qui ont une empreinte en termes de jeu, surtout Guardiola. Mais est-ce qu'on peut dire que vraiment Guardiola, il a amené quelque chose de nouveau au football sur sa manière de jouer au foot? Je ne suis pas persuadé. C'est des choses que tu avais déjà chez Cruyff, que tu avais déjà chez Rinus Michels, que tu avais déjà chez Van Gaal. Il s'est inspiré de tous les entraîneurs qu'il a eu au Barça. Voilà. Un petit peu du pragmatisme italien quand il est passé à Brescia, et on l'a vu dans la finale. C'est quelqu'un qui sait subir quand il y a besoin de subir et qui a assez, pas assez bizarrement, mais qui est arrivé à apprendre de ses échecs au Bayern. Parce que, par exemple, au Bayern, il changeait jamais de manière de jouer, comme le disait tout à l'heure Giancarlo, quelque part. Et il n'avait pas de plan B quand il se faisait prendre par une équipe. Il se fait éliminer par le Real Madrid, notamment. C'est une leçon de football. Quand il se fait éliminer par le Real Madrid, il a pas de plan B. On en a déjà parlé dans cette émission. Là où Guardiola, il a évolué cette année, c'est qu'il a un plan B, un plan C, un plan D, quoi. Moi, le débat que Mehdi amène, suggère, je trouve ça hyper intéressant, c'est parce qu'on a parlé beaucoup de résultats, beaucoup de. Je suis pas sûr qu'effectivement le meilleur entraîneur, c'est celui qui a le plus de titres, hein, notamment. Je suis d'accord avec toi, Mehdi, sur le fait que laisser son empreinte dans le foot, c'est aussi le style de jeu. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré de Bielsa, il s'est beaucoup inspiré de Cruyff. Il a su, c'est un entraîneur, je pense, hyper intelligent. Ça, on ne peut pas lui enlever, qui sait s'adapter. Non, mais vous voyez, si on revient au débat sur entre guillemets, sur le plus grand entraîneur, si on analyse ça en termes de titres, il y a un seul entraîneur qui a tout gagné, qui a gagné tout ce qui se fait en championnat, coupe d'Europe et coupe du monde, c'est Marcelo Lippi. Est-ce que Marcelo Lippi, il a une empreinte sur le jeu? Il a une Non, trace. Il a une signature, hein, pourtant, de jeu, Marc, hein. Sur le pressing tout terrain, il joue tout le temps en 4-3-3. Même quand il gagne la Coupe du Monde avec l'Italie, ils sont en 4-3-3. Il a toujours la même signature tactique, Marcelo Lippi. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord, de dire Marcelo Lippi, il va laisser une trace dans le jeu, tout le monde se souviendra de Marcelo Lippi dans 50 ans? Je crois pas. non. Il faut que tu ajoutes un facteur à ton analyse. C'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, un grand entraîneur, et je répète, hein, pour moi, Mourinho, c'est pas le plus grand entraîneur, c'est un grand entraîneur, mais c'est pas le plus grand qu'on ait actuellement. Euh, pour moi, je suis d'accord avec toi, il y a l'empreinte du jeu que l'entraîneur trace et qu'il réussit en fait à mettre en application, mais c'est aussi dû au fait de la qualité de l'équipe qu'il a. Parce que tu mets, comme disait Giancarlo tout à l'heure, tu mets Pep Guardiola à entraîner l'AS Roma, par exemple. Prends l'AS Roma juste. Ou même Séville, pour pas parler de Mourinho. Tu prends Pep Guardiola, tu le mets à entraîner Séville. Est-ce qu'il emmène Séville en Ligue Europe, en finale de Ligue Europa? C'est pas sûr. Parce que T'en oui, sais hein. rien. Parce que oui. Parce Ben, que moi, oui. moi, je demande à On voir. peut pas. Moi, je Bah, je demande à demande à voir. voir. Voilà. Je C'est suis du un football peu comme intelligent, on peut Giancarlo, je pas demande à avoir. voir. Et alors, J'aimerais bien voir. très rapidement, parce qu'on a déjà fait quasiment 30 minutes sur ce. Alors, si je vous demande, ben, je sais pas, quel est pour vous le plus grand entraîneur pour vous? Marc, Je peux pas te donner un nom comme ça. tu m'en donnes Moi, un. Si tu Bielsa veux. a marqué l'histoire du foot pour moi aussi. Il n'a pas beaucoup de titres. Ça fait partie des entraîneurs que je trouve fantastiques aussi. Dani? Moi, je mettrais Guardiola et Ancelotti. Oui, il n'a pas marqué, on va dire, au niveau son empreinte au niveau du jeu, mais il a Moi, je su dirais s'adapter. Giroud. Moi, je mettrais Ancelotti Moi, je aussi. dirais Giroud, moi. Parce que je connaissais pas la JOCR avant Giroud. Ben, c'est une vraie réponse, hein. Non?
Moi, je pense pas qu'il est, je Non, mais c'est pense vrai. pas qu'il soit le plus grand entraîneur de Mais l'histoire du foot, mais Ouais, c'est ça. il prend un voilà. club amateur, Et il point, fait voilà. l'équipe d'Europe. Et moi, je me souviens de Giroud parce que justement, il avait son empreinte au Ouais, niveau du tactique football aussi. Ouais. français, c'est sûr. Pas forcément européen, mais pour moi, voilà, c'est un entraîneur, pour moi, qui laisse vraiment sa trace, quoi. La JOCR, c'est le reflet de Giroud, quoi. Il est arrivé à citer Giroud quand même, le mec. Il n'y avait pas de pari, il y avait pas de C'est pari énorme. ce soir sur Giroud. Giancarlo. Euh, moi, ce serait forcément un entraîneur italien, parce que ce serait ouais, Ancelotti, Sacchi ou Capello. Ouais. Moi, ouais, j'hésite entre Van Gaal et Cruyff, mais je pense que ça serait Van Gaal plus. Van Gaal, ouais. Bah, C'était Van- Van Gaal, ce qu'il fait avec l'Ajax de 95, il y a que des gamins de 17, entre 17 et 21 ans. Ça joue en 3-4-3, personne joue en 3-4-3 à Losange. Tu vois, il y a une vraie empreinte sur le jeu. C'est une vraie équipe que t'attends pas. Et puis, il a continué à gagner après, hein, que ce soit au Barça ou que ce soit au Bayern. Donc, voilà. Et puis, il a laissé une empreinte. Hein. Je veux dire, tous les gens qui sont passés chez Van Gaal, après, qui sont devenus entraîneurs, que ce soit Guardiola ou d'autres, C'est vrai, c'est vrai. ça a infusé, quoi. Mais de la même manière, je vais pas relancer le débat, mais de la même manière que vous avez un paquet de gens qui sont passés, qui ont été coachés par Lippi, qui sont devenus des super coachs derrière, que ce soit Deschamps, Zidane ou autres. Donc, ils ont laissé une empreinte différente, pas forcément sur le jeu, mais ils ont laissé c'est Mhm. des gens qui ont laissé une forme d'héritage. Bon, et puisqu'on parle de football italien, je vais enchaîner, et on va passer au Milan AC, ça va être notre page de football italien, puisque on a appris hier donc la disparition de Silvio Berlusconi. Donc on voulait pas forcément rendre un hommage à l'homme, hein, en tout cas à l'homme politique, mais c'est quand même un grand personnage Ouais, du football d'accord. européen des 30 dernières années. Et donc voilà, on se pose la question de l'héritage de Silvio Berlusconi au Milan et de ce qu'il a apporté au Milan AC. Donc Giancarlo, c'est toi qui as l'honneur, hein, avec ton beau maillot là. Ouais, bah, ouais, alors je suis d'accord avec toi, hein. L'idée, c'est pas de faire l'éloge de l'homme politique, de tout ce qu'il y a à côté, etc. Mais en fait, quand j'y repensé aujourd'hui, donc il a pris le Milan AC, c'était en 86. C'était un club qui était en difficulté à ce moment-là. Quand même qu'ils étaient en D2. Donc. Ouais, Suite à la faillite. donc, ouais, ouais, ouais. Au bord de Et, la faillite, ouais. bon, et derrière, bon, bah, c'est devenu le club que c'est aujourd'hui, mais surtout qu'à traversé les années 90, enfin, qui a dominé les années 90, fin années 80, début 90. Donc c'est allé vite, mais alors c'est allé vite pourquoi? Parce que c'est allé à coup de millions de lire à l'époque. Mais en fait, c'était un petit peu le précurseur. Ça va peut-être vous surprendre, hein, ce que je veux dire, mais c'était un peu le précurseur du football actuel, en fait, du football moderne, quoi. C'est qu'aujourd'hui, ça marche quand même sur les grands clubs européens, ça marche à grands coups de millions qui viennent du Qatar, d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Et finalement, bah, qu'est-ce qui avait marché à cette époque-là, fin 80, début 90, c'était ça. Alors, évidemment, après, on retient quand même comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des grands joueurs, des grands entraîneurs qui sont passés par ce club-là, qu'il a lâché en 2016. Et finalement, dès qu'il a lâché le club, bah, il y a eu une traversée du désert de quasiment 10 ans jusqu'à l'année dernière et cette année pour retrouver quelque chose de cohérent, on va dire. Donc, ouais, c'est pas que je regrette Silvio Berlusconi, mais c'est que plutôt, je me dis qu'il y a eu bah, grâce à ce mec-là, il a posé le club de Milan au milieu de l'échiquier européen. Il a fait une place de choix à ce club-là, quoi. Après, sur la méthode, bah, je vous dis, c'est la même méthode que celle qu'on retrouve aujourd'hui dans les grands clubs, finalement. Sauf il l'a fait 40 ans avant, quoi. Ouais, mais Donc voilà, juste respect pour ça, quoi. Juste sauf ça. que malgré effectivement le précurseur que c'était en foot business, il a quand même donné une identité de jeu et culturelle au Milan AC. Qu'il avait peut-être pas, que le Milan avait peut-être pas dans les années 60 quand il a gagné ses premières Ligues des Champions. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas vu jouer à l'époque forcément.
Mais Ouais, aujourd'hui, moi, quand tu parles du Milan AC partout dans le monde, c'est identifié en termes de jeu à ce qu'a pu créer Saki. Parce que déjà, c'est fort. À ouais, l'époque, ouais. c'est Saki qui était entraîneur de série B et de lui donner le Milan AC avec toutes les stars qu'il y avait. Ça a réussi. Et il y a une identité qui a été perpétuée après, alors surtout par Ancelotti. Capello, c'était un peu entre les deux. Mais tu as parlé de domination dans les années 90, mais ça a duré jusqu'en 2007-2008, hein, finalement. Oui, 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 c'est En revenu 2003, après, ils gagnent la Ligue des Champions. En 2005, on va pas rappeler la finale du champion. 2005. Et ils Ouais. doivent gagner 2005. Ils la regagnent en 2007. Donc, mine de rien, sous sa présidence, il gagne 5 Ligues des Trois Champions. Ligues des Champions. 2001. 5, Non, trois. Cinq, Non, cinq, il y a 5. Ils Il en gagne gagnent 5 et 89, ils font 90. 8 finales. Ils Il font gagne 8 finales. 89, 90, 94, 2003, 2007. Donc, ils en gagnent 5 quand même. Ce qui est énorme. Ouais. Marc? Ben, Berlusconi, quand il arrive, Milan est en bas, et puis quand il part, ben, il a tout gagné, 28 titres. Je veux dire, pour moi, il me fait penser un peu avec des méthodes un peu aussi pas toujours très saines, un peu Bernard Tapie quand il arrive en France, quoi, quand il arrive à Marseille, quoi. Pour moi, je mettrais un petit peu l'équivalent, entre guillemets, des méthodes pas Ouais, toujours légales ou pas toujours fantastiques, mais très claires et très complètement. saines, Complètement. mais très charismatiques, qui a la poigne et qui est capable de virer des joueurs en très peu de temps, comme Paolo Rossi, je crois, qui en quelques mois est éjecté du Milan alors que c'était une des stars de l'équipe, hein, évidemment, champion du monde d'ailleurs en 82. Donc Il est pas à la Juve, Paolo Rossi, quand il est champion du monde? Si, mais après, il y va. oui, mais Il ce que retourne je au veux dire, Milan c'est après. Ouais. après il va au Milan et puis après voilà quoi. Donc il n'hésite pas à employer les méthodes qu'il faut. Je crois que alors qu'il n'est pas président, il a déjà recruté un joueur un peu à la Florentino Pérez avec Figo à l'époque. Bon, c'était encore pire, on va dire, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, hyper charismatique, des méthodes pas toujours saines, mais le Milan qui est centenaire ou plus que je ne sais plus combien exactement d'années, moi je peux dire qu'il est quasiment né avec lui, quoi. Enfin, je veux dire, tous ses titres, les plus beaux titres sont avec lui, quoi. Ouais, Donc, alors ce qui est marrant, moi, on n'est pas quand même dans les méthodes, on n'est pas quand même à l'équivalent de Bernard Tapie parce que je ne crois pas qu'il ait acheté des matchs. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'épopée du Milan, mais ça, je pense que tout le monde connaît l'histoire, sans le titre de 88, qui est donné par la mafia napolitaine au Milan AC, puisqu'ils avaient parié sur la défaite du Napoli et qu'ils avaient demandé au Napoli de lâcher le titre. Si Milan n'est pas champion cette année, il n'y a pas la Coupe des Champions 89, la Coupe des Champions 90 et tout ce qui vient ensuite, quoi. Dany, Ah avant ouais, que ça coupe, hein. la théorie de Ouais, l'effet papillon, quoi. Bah ouais, ouais, non, non, c'est L'Effet Papillon, un très beau film hein, avec Ashton Kutcher. ouais, juste, je te trouve un peu bien sûr de toi quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'achat de match, à l'inverse de Tapi, mais enfin En bref. tout cas, lui, il s'est jamais fait gauler, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, lui, il s'est jamais fait gauler. C'était ma conclusion. Moi, ce que je retiens de Berlusconi, c'est en revenir sur ce que vous avez dit, parce que vous avez tout dit sur l'homme et sur le président, un grand président, donc une présidence de 30 ans. C'est que moi quand j'étais plus jeune, moi, le souvenir que j'ai du Milan, c'est voilà, c'est Berlusconi, il est un peu le père justement d'une époque où tu avais des grands joueurs. Moi, je me souviens de Paolo Maldini, Frank Rijkaard, Kaka, euh, Gullit. Pour moi, c'est des joueurs qui m'ont marqué à une époque. Et c'est vrai que on assistait justement aux matchs européens et on attendait tous les matchs du Milan parce que c'était la grande équipe de l'époque, quoi. Et c'est vrai que Berlusconi a eu ce mérite-là d'être à la tête justement de la construction d'une superbe belle équipe et d'une époque qui a dominé quand même le football européen. Donc moi, c'est là-dessus que je lui rends hommage euh, et, euh, et bravo à ce qu'il a, à la trace en tout cas qu'il a laissé dans ce club-là. Ouais, pour conclure, on pourrait presque dire que en fait, Berlusconi, pour les plus jeunes qui nous regardent, hein, je ne sais pas s'il y en a, mais c'était le Florentino Pérez de l'époque, quoi. Il avait il avait beaucoup d'argent, il avait une politique de galactique, les stars qu'il achetait, comme tu as pu le dire, que ce soit Kaka, que ce soit Rui Costa, qu'il avait fait venir de la Fiorentina à l'époque très très cher, hein. Mm. 45 millions d'euros à l'époque pour faire venir Rui Costa, Ouais. c'était énorme à l'époque, hein. C'est Euh, énorme, ouais. Wea, Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho, ouais, mais il était déjà sur la fin, hein. Il était vraiment Ouais. très gauche à l'époque, hein. Il était plus gaucho que Ronaldinho à ce moment-là. Donc, non, non, mais ouais, donc t'avais une vraie politique
de vedette qu'on peut l'avoir le Real Madrid et cette longévité sur le temps en Ligue des Champions qu'on peut l'avoir le Real Madrid aujourd'hui, quoi. Bon, on enchaîne. Une fois n'est pas coutume dans cette émission, aucun rapport, on va parler tennis. Mais on Ah, va mais parler j'ai pissé. statistiques encore, hein, parce que si on en croit les chiffres, hein, si on en croit les stats, la data qu'adore Dani, Djokovic qui a gagné dimanche son troisième Roland-Garros, donc devient avec 23 titres majeurs le plus grand joueur de l'histoire du tennis, en tout cas par les chiffres. Donc la question elle est simple, hein. Est-ce que pareil que pour Guardiola, est-ce que Djokovic est réellement le GOAT pour vous? Est-ce que on avait intitulé ce débat Djokovic Simply the Best, hein, pour rendre hommage à Tina Turner qui nous a quitté il y a 15 jours. Donc ben vas-y Dani, tu commences. Toi qui aimes les chiffres. Ouais, non, bah, je vais vous en donner un autre chiffre qui est intéressant, c'est que si tu prends Djokovic, Nadal et Federer, sur les 20 dernières années, c'est 80% des grands chelems, à eux trois. Donc les mecs, ils ont lessivé, voilà, ils ont lessivé le- les tournois. Maintenant, ouais, sur les trois, si je devrais quand même en choisir un, quand même avouer que Djokovic, ça reste quand même, même si on est amoureux du jeu que Federer a produit pendant toutes ces années et la force que Nadal transmettait sur le terrain, quand même, je sais pas, on ne peut être que respectueux du jeu de Djokovic et surtout la forme physique qu'il présente, quoi. Le mec, tu le vois, il est quand même frais. Il a mis KO Alcaraz qui a juste 19 ans. En 2-7, il lui a imposé un rythme. Il n'a pas tenu, le gamin. Même s'il est appelé à devenir un très grand joueur de tennis et il va sûrement le gagner, Roland Garros. En attendant, sur la fraîcheur physique que présente Djokovic et toute sa préparation à l'âge qu'il a aujourd'hui et en comparaison à Nadal et Federer, moi je pense qu'on est quand même pas loin d'avoir en ce moment encore en activité le meilleur tennisman qu'on ait pu voir. Bon, alors, juste pour polémiquer, pour le plaisir de polémiquer, pourquoi justement on compare que par rapport à Nadal et Federer? Parce que tu l'as dit, hein, c'est un chiffre impressionnant, hein, le fait qu'ils concentrent 80% des grands chelems à eux trois. Mais Ouais. est-ce que c'est pas le signe justement qu'il y a moins de densité dans le tennis masculin aujourd'hui? Vous pouvez y en avoir dans les années 2000 ou dans les années 90 et 80. Parce que pareil, pour prendre un autre grand tennisman qui a dominé sa génération, par exemple Pete Sampras, Pete Sampras, à l'époque, c'est pas la même densité. Il a Agassi, il a Jim Courier, il a Michael Chang, il a Boris Becker, il a Stefan Edberg, il a encore Ivan Lendl qui est sur la fin mais qui gagne. Ah ouais, mais à l'époque, tu as une dizaine de joueurs qui sont capables de gagner le Grand Chelem, quoi. Quand tu arrives en quart de finale, en huitième de finale, t'es pas sûr de passer. Là, tu en as trois qui, pendant effectivement 15-20 ans, ben, en fait, ils étaient sûrs d'arriver en demi ou en finale, parce que derrière, ça suivait pas. Donc, est-ce que finalement, enfin, voilà, c'est très difficile de comparer les époques, mais est-ce que quand tu es Nadal, Djokovic et Federer dans les années 2010, c'est pas plus simple que quand tu es Sampras, Agassi au milieu des années 90. C'est un peu le vrai débat, quoi. On a l'impression qu'aujourd'hui, le tennis masculin, c'est devenu le tennis féminin des sœurs Williams, quoi, en fait. Il y a personne. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, le tennis féminin, il est très très dense, hein. Pour gagner un grand chelem dans le tennis féminin, ça devient de plus en plus compliqué. Vas-y, Marc, je te sais passionné de tennis. Ça a longtemps été ton sport de licence Effectivement, nationale. bah, c'est un peu la même chose. Bah, c'est un peu la même chose que pour Guardiola. Tout à Difficile fait. de dire si c'est un peu la même logique. Est-ce que c'est le nombre de titres qui fait que tu es le meilleur ou pas? Moi, je le placerai. Je fais un peu comme Daniel, c'est-à-dire j'aurais tendance à le comparer avec Nadal et Federer. Federer, pour moi, c'était la classe, c'était la facilité, peut-être moins peut-être d'acharnement à s'entraîner dur pour y arriver. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Nadal, je pense que c'est un joueur extraordinaire, mais dont la volonté est inégalable. Et je pense que Djokovic, c'est un peu le mix entre les deux, c'est-à-dire un joueur qui a des facultés innées énormes, mais en même temps, qui a su se préparer mentalement aussi. C'est un joueur qui a énormément travaillé sur le mental. Il le dit lui-même, ça fait une dizaine d'années qu'il se prépare et il fait des, tu sais, il fait des programmes de respiration. Il travaille sur la méditation. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de visualisation. On sait que dans les sportifs qui réussissent aussi, il y en a beaucoup qui passent par là. C'est un joueur qui met tout en place pour être dans les meilleurs et il a un ego surdimensionné, mais en même temps, pour gagner des titres et faire plus que les autres, il faut avoir un moteur. Et ce moteur, il l'a, c'est vouloir faire plus que les autres. Je ne le mettrai pas au-dessus que les deux autres. Et pour dire, Mehdi, oui, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, moi, je ne me souviens pas d'avoir eu
toute époque confondue, aussi bons à tous les niveaux. Ils ont dominé peut-être des joueurs un peu plus faibles qu'à d'autres périodes. C'était moins dense, mais je me demande si, toute époque confondue, enfin, tu peux retrouver un Nadal qui a gagné autant de Roland-Garros, un Federer qui a dominé le gazon et qui s'est imposé dans Ouais. d'autres surfaces également, et un Djokovic qui a su gagner sur toutes les surfaces et mettre tout le monde d'accord, y compris se retrouver à 36 ans aujourd'hui, champion sur terre battue, à battre des jeunes, okay, des jeunes qui sont physiquement normalement au top, puis lui bah, qui décline. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas minimiser ce que fait Djokovic et ce qu'ont fait Nadal, parce que Nadal n'est pas fini non plus, mais ce qu'a pu faire un Federer jusqu'à il y a encore 3-4 ans. Bon, Giancarlo? pour moi, c'est pas le meilleur, mais bon, il fait partie des trois. Ouais. Moi, je le mettrais quand même juste un peu au-dessus des deux autres. Bon. Alors, pourquoi? Parce que Nadal et Federer. Moi, j'ai un faible pour Federer quand même, pour ce qu'a dit Marc. Quand même, c'était quand même la classe incarnée quoi, sur la palette qu'il avait. Enfin, le revers de Federer. Mais je mettrais Djoko un peu au-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient chacun quand même les deux autres leur surface de prédilection et qu'ils ont gagné près de la moitié de leur titre du Grand Chelem sur cette surface-là. Alors que Djoko, moi, il me paraît un peu plus complet par rapport à ça parce qu'il est très difficile à jouer, quelle que soit la surface. Alors, Il en a moins gagné sur terre battue quand même. ouais, il en a gagné un peu moins, mais oui, il est un peu meilleur sur surface rapide. Il en a gagné Australie et US Open surtout, mais Non, euh, Australie, Wimbledon surtout. Mm. ouais, mais par rapport à un Federer qui était injouable sur gazon, quoi. Bon, Ah oui, il non, l'a quand c'est même, sûr. il l'a quand même déjà tapé, mais tu te dis pas que il a une surface de prédilection. Il est difficile à jouer sur toutes les surfaces, quoi. Et puis après, dans les confrontations Nadal-Federer, en fait, je trouve qu'ils avaient un jeu un peu qui s'annulait, les deux, Nadal-Federer. Comme Nadal est gaucher, il avait un lift qui faisait rebondir la balle très très haut. Ça mettait toujours Federer en difficulté, qui ne pouvait pas jouer avec son revers comme d'habitude. Et puis du coup, c'est ce qui faisait qu'ils gagnaient chacun des titres sur leur surface, quoi. Alors que Djoko, je trouve qu'il a une palette beaucoup plus complète contre ces deux adversaires-là aussi. Puis évidemment contre les autres. Donc moi, je le mettrais juste un petit peu au-dessus. Après, je parle pas de mental parce que je pense qu'ils avaient ces trois champions-là, ils ont tous un mental qui Ah oui, était, c'est un qui était champion. incomparable. Puis ils ont tous un ego, les trois, je pense qu'ils ont un ego surdimensionné. Donc je ne ferai pas la différence sur le mental ou sur la préparation, mais juste sur la palette par rapport à la surface. Après, pour reprendre ce que tu dis, Giancarlo, parce que bon, moi, je vous ai lancé pour élargir le débat, mais pour rebondir sur ce que tu dis, outre les chiffres du nombre de grands chelems, hein, où là, bah, voilà, il est devant. Maintenant, il est devant, il va continuer à être devant, parce que je pense qu'il va vouloir marquer l'histoire avec l'ego qu'il a en réalisant effectivement le grand chelem. Il y a 2 ans, il l'avait raté en perdant en finale à l'US Open contre Medvedev. Mais là, à Wimbledon, il n'y a pas grand monde qui va venir le chercher à Wimbledon. Et après, s'il est encore en forme en fin de saison à l'US Open, bah, il essaiera de faire ce que personne n'a fait depuis 60 ans, c'est-à-dire le grand chelem, pour vraiment calmer le débat. En fait, quand tu prends un autre chiffre, c'est-à-dire les confrontations directes, eh ben, tu prends les confrontations directes Nadal-Djokovic, Djokovic, il est devant. Et tu prends les confrontations directes Federer-Djokovic, Djokovic, il est devant. Donc, c'est-à-dire que même sur ça, ben, en fait, sur les affrontements entre les trois, ben, il les bat, quoi, très, très, très clairement, quoi. Et il a vachement de mérite parce que je me souviens que quand il a démarré, il partait de loin par rapport aux deux autres, hein. Il était en retard, hein. Ouais, ouais. Et il a Ouais. vachement taffé, quoi. Mm. Il est resté Mm. longtemps quatrième ou troisième mondial, a pas Mm. arrivé à les taper. Et puis effectivement, il y a eu une espèce de bascule. On en rigolait hier par WhatsApp avec Dany. Il y a eu un changement de bascule quand il a changé son régime alimentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant un Ouais. an, il n'avançait plus. Il a changé son régime alimentaire. Il est devenu vegan, non gluten, etc., etc., parce qu'il avait fait je sais pas combien d'analyses médicales pour voir que ça allait handicaper sur le terrain. Et ce mec-là, il est devenu, mais voilà, Une machine. tous les génies, quel que soit le domaine confondu, sont hyper perfectionnistes. Il est devenu plus perfectionniste que les perfectionnistes sur son alimentation, sur la manière dont il dort à la minute près, sur effectivement ses entraînements.
Donc c'est vrai qu'il est impressionnant à 36 ans et on sait pas jusqu'où il va s'arrêter. Alors c'est pas vas-y, Giancarlo, tu voulais la parole, je crois. Je t'ai vu t'élancer là. Ouais, non, juste après. Ouais, après, au-delà du jeu, je trouve que ce mec-là, il apporte autre chose à ce sport aussi. Et que, enfin, moi, je trouve il est sympathique en conférence de presse. Il a quelque chose de différent des autres joueurs. Moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal dans le milieu du tennis, même si ça évolue, parce que des autres ovnis un petit peu dans le tennis, t'en as. Mais lui, sur la longueur, je trouve que ça, c'est plutôt sympa. Par rapport aux deux autres, il a ce truc-là en plus, je trouve. Bah, il attire, c'est vrai c'est un super produit marketing. C'est un bon client, comme on dirait Ouais. dans le Un domaine, produit dans le monde des marketing, médias. il est Les peut-être autres, ça moins fait aimé plus que du Nadal truc. Federer, là. Bah, Il est moi, peut-être moins aimé. moi, très honnêtement, le fait qu'il soit moins lisse, qu'il ait un caractère de cochon, qu'ils soient Ouais. capables de dire non, j'ai pas envie de me faire vacciner parce que j'ai envie de Ah ouais, contrôler ouais, ce qu'on met dans le corps. J'ai pas je envie suis d'accord d'avoir avec des toi. séquelles, etc., etc. Ouais, il a un caractère de cochon, mais ça fait que je pense, moi, effectivement, pour moi, son caractère, c'est une des choses pour lesquelles je le place au-dessus des deux autres. Ouais. Bon, écoutez, ben, sans plus attendre, on va passer à l'actualité du week-end prochain. Et ben, tout d'abord, ce qui nous occupe, en tout cas derrière moi et avec mon magnifique polo, c'est-à-dire la finale du top 14. Hein, ça va être l'actualité sportive du week-end, hein, avec l'ami Giancarlo, on sera de nouveau au Stade de France. Bien sûr, hein, on n'aura pas un match de Toulouse au Stade de France, Évidemment. quelle que soit la compétition. Heureusement qu'ils n'ont pas d'équipe de water-polo, sinon on y serait. Mais donc, on a ce samedi à 21h une finale de rêve entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelet. Et donc, bah, quelles sont les clés de la finale, les enjeux, qui vous voyez vainqueur? Vas-y, Dani, je te laisse la parole en premier. Ou une fois qu'il n'y a pas le Racing, je sais que c'est pas totalement objectif. Pour une fois, Et dis non, donc. non, pour une fois, non. Bon, de toute façon, on l'avait annoncé, hein, Toulouse allait battre Racing, donc c'est pas une surprise que Toulouse soit en finale. Non. Ouais, Euh, pour non. moi, enfin, la demi-surprise, pour moi, c'est que l'UBB n'ait pas été plus présent que ça en demi-finale. Maintenant, bon, c'est une demi-surprise. La Rochelle Ah, a non. clairement mérité sa place en finale. Et ils ont montré vraiment, ils ont sorti les dents et ils ont montré qu'ils la méritaient, cette place. Ouais, ouais, putain, je serais pas si catégorique quand même, moi, sur cette demi-là. Ouah, c'était quand même Il y plutôt. a un moment où l'UBB est vraiment à l'écart en main, hein, quand ils reviennent à 21-13, Ouais, chez eux. mais, Bon, mais à j'ai ce senti un moment-là, ouais, à ce moment-là, La Rochelle durcit un peu le jeu et du coup, tu sens que cet essai, ils le mettront pas, quoi. Oui, non, mais ça, bon, bah, après, oui, ça, sur la Et, façon de euh, et, de- la recherche, et oui. derrière, quand ils marquent la pénalité, bon, bah, après, c'est terminé, quoi. Euh, et Je trouve pour revenir à ce que tu dis sur l'UBB, bon, ils se sont fait manger en première mi-temps, ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps. Et ouais, Ouais, par contre, je trouve que tactiquement, ils se plantent totalement au moment du carton jaune. Ils veulent jouer un jeu de ping-pong rugby avec Brice Dulin, c'est son point fort, c'était pas très utile. Alors qu'on voit que quand ils ont porté les ballons en deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus présents sur les ouais, rangs, qui leur ont mis le feu. Donc, je comprends pas, moi, le fait de s'être débarrassé du ballon ouais. au moment-là du match où ils étaient en supériorité numérique. ça va être une belle finale où je vois vraiment La Rochelle qui va arriver vraiment euh, avec un pack très, très costaud au milieu. Mais je sens quand même cette année que, je sais pas, je sens que Toulouse cette année est quand même au-dessus de La Rochelle. Tu sens que les mecs, voilà, ils ont envie de dérouler, ils se font plaisir. Tu sens qu'ils prennent vraiment du plaisir à jouer. Cette équipe vraiment est très, très, elle est enthousiasmante cette année, plus que jamais. Et, je pense que La Rochelle va avoir vraiment beaucoup de mal à contrer ce Toulouse cette année. Je les vois pas, sincèrement. Giancarlo? Ouais. Alors, moi, il y a des choses, malgré la victoire là, du stade contre le Racing, il y a quand même une ou deux choses qui m'ont un peu inquiété, notamment la touche. On a perdu pas mal de ballons en touche. Alors, est-ce que parce qu'en face, tu avais Cameron Wauki mais bon, dans ce secteur-là, tu peux pas te rater contre La Rochelle. Après, devant, je pense que ça se vaut, hein. Il n'y aura pas la même différence entre le Stade Toulousain et le Racing
entre le Stade Toulousain et La Rochelle. Donc, je ne veux pas dire que ça ne va pas se jouer devant, ni sur les trois quarts, parce que je pense que ça se vaut quand même pas mal aussi, hein, sur les trois quarts. Euh, donc, je pense que ça va se jouer quand même sur des détails, la discipline évidemment. Et puis après, moi, là où je suis un peu inquiet, je vais être très honnête avec vous, c'est que La Rochelle, ça fait des années qu'on les tape dans toutes les compétitions. On est leur bête noire. Et moi, j'ai peur parce qu'il y a un moment, ça va s'arrêter cette histoire. Il y a un moment, ça va s'arrêter cette histoire. Forcément, ouais. Donc, ça fait 7 ou 8 matchs qu'on les tape, soit en phase finale, soit en Coupe d'Europe, qu'on leur prend des titres. Donc, bon, voilà, c'est ce point-là qui m'inquiète un petit peu. Après, il y a un autre point qui va être hyper important, c'est la fraîcheur. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup plus de gomme La Rochelle contre l'UBB que le Stade Toulousain contre le Racing. Ouais, On a pu se permettre de faire ouais. tourner à partir de la 60e, le Stade Toulousain. Donc ça peut être un facteur quand même clé parce que je les ai vus, La Rochelle, il y a des moments, je les ai vus dans le dur, hein, comme l'a dit Mehdi, quand ils portaient les ballons un petit peu plus, la présence dans les rucks, ils ont un peu souffert, La Rochelle, physiquement. Même Aldrit, qui survole un peu habituellement, là, je l'ai trouvé un petit peu plus en dedans, quoi. Donc voilà, il y a des secteurs de jeu où il faut que le stade soit vraiment présent, et notamment la touche et la mêlée, bah, évidemment. Et puis après, discipline et fraîcheur physique, et j'espère que ça suffira, parce que j'aimerais bien les voir soulever le planchoun pour ma première finale au Stade de France. Quoi. Marc? Bah, je vous le souhaite, hein, mais d'abord, c'est la finale qu'on attendait, hein. Je crois qu'ils ont respectivement 14 points et 11 points d'avance sur les suivants. Donc, c'est les deux équipes qui ont dominé le championnat. C'est au niveau européen, c'est les deux seules équipes qui existent en Europe. Ils font plus qu'exister d'ailleurs. Bon, La Rochelle est quand même champion d'Europe. Ben, Donc, c'est c'est les la trois finale derniers qu'on a. champions d'Europe, en fait. Hein. Exactement. Donc, c'est Les la trois finale derniers qu'on champions d'Europe, attendait. tu vois. Donc, C'est la finale rêvée, la finale qu'on attendait. Comme tu l'as dit, Giancarlo, je crois que c'est les trois dernières saisons où il tape La Rochelle à chaque fois, le Mm. Stade Toulousain. Donc, moi, je pense que ça va s'arrêter cette fois-ci. J'ai un petit penchant, moi, pour le Stade Toulousain de toujours, par rapport aux jeux qu'ils proposent, etc. Ceci dit, je pense ils seront très, très forts cette année de par leur victoire en Coupe d'Europe. Je pense que le facteur psychologique, oui, tu as raison, le physique, évidemment, va compter, mais on le sait très bien que le physique est soutenu souvent par Ouais, le ouais. facteur psychologique. Et je pense qu'ils se sentent très, très forts là. Ils ont quand même sorti probablement la deuxième ou la troisième meilleure équipe d'Europe, voire la première, les Irlandais, là. Mais Ouais. je pense qu'ils vont arriver forts comme ça et qu'ils en ont un peu marre de se faire taper C'est ça, c'est par surtout ça. C'est que les mecs qui vont venir, ils en ont plein le cul quand, que le Stade Toulousain les sorte. bah, Donc, ça peut être le danger aussi. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, je veux dire, sur ces trois dernières années, La Rochelle, ils ont perdu trois matchs en phase finale. Les trois fois, c'est contre le Stade Toulousain, en fait. Voilà. Que ce soit en Coupe d'Europe ou Championnat de France, à chaque fois, c'est nous qui les sortons. Donc, que ce soit en barrage ou les deux autres fois en finale. Donc, c'est vrai qu'ils ont un peu marre de se faire taper contre nous, mais il va falloir que, justement, ils arrivent à contrôler cet influx nerveux. On sait que bah, sur ces trucs-là, il y a un package un peu trop appuyé, une cathédrale que tu n'arrives pas à contrôler. Tu prends un jaune. Ouais, c'est eux qui prennent un jaune hein, contre, sur les deux demi-finales, il y a un seul carton jaune, c'est eux qui le prennent. Donc, comme quoi, ils ont du mal aussi, des fois, à contrôler leur influx nerveux et leur excès d'engagement parce qu'ils ont quand même une très très grosse défense, très agressive, massive. Et ça va être sans doute la clé du match pour eux parce que c'est pareil, en finale de Coupe d'Europe, ils prennent un carton jaune aussi contre le Leinster qui paye cher. Hein. Après, ils font une super remontada, mais qui paye cher. Ils sont derrière tout le match jusque dans les 5 dernières minutes. Donc ça va se jouer sur ça. Par contre, ça va être effectivement une super finale parce que ça va être, on le dit pas assez souvent, mais ça va être une opposition de style. Vous avez deux visions du rugby qui s'affrontent, qui sont pas les mêmes, qui sont belles à voir, mais qui sont pas les mêmes. Vous avez un rugby, on va dire, très sudiste à La Rochelle avec du jeu à une passe et du rentre dedans. Voilà. Moi, c'est pas le rugby que je préfère, mais c'est efficace et c'est beau à voir quand c'est fait par La Rochelle. Et vous avez un rugby d'évitement avec le Stade Toulousain. Donc, on va avoir deux manières de jouer au rugby différentes. La clé du match, ça va être est-ce que le Stade Toulousain, notamment au centre du terrain, ils sont capables de subir les impacts.
qui sont capables de subir les impacts. Et là, je parle des trois quarts. Hein. Devant, ils vont être capables de les subir. Mais les trois Ouais, ouais. quarts, c'est pas sûr. Et je pense que devant, il va densifier. Je suis pas sûr, par exemple, que qu'on démarre avec la même troisième ligne. Est-ce que Roumat va être troisième ligne centre ou est-ce qu'il va mettre Je pense pas. Sofua pour avoir plus de masse ou est-ce qu'il va mettre Flamand en troisième ligne aussi pour avoir plus de masse? Je suis pas persuadé qu'on démarre avec la même troisième ligne hyper joueuse et hyper légère qu'on avait contre le Racing. Mais c'est Après, possible aussi, hein. ça dépend avec laquelle démarre La Rochelle aussi, parce que comment il s'appelle Botia, là, il va être, il est incertain, non? Alors, ben, j'allais y venir sur ça parce que vous parliez de la fraîcheur. Ouais, On a vu que déjà, contre UBB, il manquait du monde à La Rochelle. Teddy Thomas était blessé, d'autres. Ils ont eu encore un peu de casse. Je les ai trouvés pas très frais, moi. Assez bizarrement, ils n'avaient pas joué depuis 3 semaines parce qu'ils ont fait tourner après la Coupe d'Europe et tout. Donc, ils n'avaient pas ouais. joué depuis 3 semaines et je les ai pas trouvés très, très frais. Alors, est-ce qu'il manquait de rythme et tout? Parce que c'était leur match de reprise finalement. C'est peut-être ça. C'est Ouais. Mm. c'est une donnée qu'on aura samedi. Mais j'ai trouvé, par exemple, les trois quarts de Toulouse beaucoup plus en canne. Je sais pas si vous vous souvenez le troisième essai du Stade Toulousain avec la relance de Ramos et la percute Oui. de Ntamak plein Euh, Ntamak, bah, une vitesse. Je me suis dit, ah ouais. ouais, quand même. Et t- et Euh, t'as Danti qui sort, on ne ouais, sait pas très trop en forme. Ouais. comment, Ouais, ouais. Donc, on sait pas trop comment il va se présenter, hein. non, mais par exemple, Danti, historiquement, alors je souhaite que ce soit le cas encore samedi, mais il a souvent souffert contre Toulouse parce que il est massif, donc défensivement, et quand il rentre dedans, bon, voilà, il fait des dégâts. Mais par contre, il a du mal à suivre à la course, le mec. Ouais, il n'est pas hyper mobile, ouais. Ouais. Tu vois, donc, Mais il y a un point, ouais, ouais, vas-y, il y a Dani. un autre point peut-être qui peut pencher dans la balance aussi, c'est l'aspect motivationnel. Parce que c'est vrai que bon, Toulouse, on va pas dire qu'ils sont blasés de gagner le titre du Brennus, le bouclier de Brennus, parce que ça serait leur 22e, je crois, ou Mm. 21e, non? 22e. 22. 22e. Alors que La Rochelle, ça serait le premier. Ils l'ont jamais gagné. Donc du coup, ça peut être une motivation supplémentaire pour l'équipe. Et il ne faut pas oublier non plus que en termes de match, avec une grande intensité, ça va être peut-être le dernier match avant la préparation de la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est l'occasion aussi pour certains joueurs de se mettre en avant et peut-être de grappiller encore un peu plus leur place au sein de cette équipe. Parce qu'on aura quand même sur le terrain une grande partie du Bah, prochain 15 10, de France, quand même. 10 des 15. Ouais, Bah oui, oui, au ouais, moins, ouais. donc, On a déjà 8 à Toulouse. voilà. Donc, Donc tu vois, donc c'est non, quand mais même. sur l'aspect motivationnel, je suis pas, voilà, parce qu'on dit ça à chaque fois. Chaque finale que joue Toulouse, on dit sur l'aspect motivationnel, ouais, ils sont repus, les autres, ils rêvent de les taper, etc., etc. Bon, à chaque fois, ils gagnent. Ils n'ont pas perdu de finale depuis 2006. Ou par contre, ils prennent une très, très grosse branlée contre Biarritz. Mais Biarritz, ouais. depuis cette époque-là, ils n'ont pas perdu de finale. Et puis, en fait, au Stade Toulousain, tu as des générations qui suivent et qui veulent battre les records de la génération d'avant, tu vois. Donc, eux, Mmh. ils ont déjà gagné 3 titres, cette génération-là, dont 2 titres de champion de France. S'ils en gagnaient 3, bah, ils rejoindraient quasiment la génération de Ntamak Père, qui en a gagné 4 en suivant. Voilà, Ouais, ils écrivent leur propre légende, tu vois. Mais Ouais, je pense qu'ils seront aussi motivés, les deux équipes. ouais, ouais, parce que La Rochelle, ils ont déjà réussi leur saison, alors que Toulouse, s'ils perdent en finale, là, Ah, est-ce ouais, qu'on peut pas. Tu vois, ça va faire mal. tout à Donc je fait. pense que Ah, c'est non, sûr. non, ils ont tout de toute intérêt à façon, gagner toutes cette les finale. années sans titre à Toulouse, c'est des années ratées, hein. Ben, exactement. Donc, ouais, ouais, Euh, ouais. Et après, honnêtement, bon, on le sait, hein, après, les finales, ça se joue sur des individualités. Je pense que les individualités, elles sont supérieures à Toulouse, surtout derrière. Hein. L'homme des trois ouais, dernières ouais. finales à Toulouse, c'est Ramos, et il a jamais été aussi fort avant une finale que cette année. Donc, il se rattrape peut-être, hein, mais ça va être compliqué. Et alors, par contre, il va y avoir un joueur qui est surmotivé parce qu'il a jamais joué les autres finales, parce qu'il était tout le temps blessé. C'est Tamac. J'ai jamais été aussi peu confiant avant une finale, quand même. On est d'accord. On est Ah d'accord. ouais, ouais, ouais. Ouais, Je suis on pas est inquiet. confiant de haut. Autant, assez paradoxalement, pour le TEF, j'étais hyper confiant parce que Nantes, c'était de la daube. Autant là. Ouais, on se prend ce qui se fait de mieux dans le championnat de France. Ouais, Y a ouais. pas... Ouais, ouais. Donc, Ouais. Bon, Ah, alors, c'est les tu dis deux meilleurs, quoi? c'est les deux meilleures défenses du championnat en plus. Tu dis quoi? Donc, Marc dit La Rochelle.
Dany dit. Non, Toulouse va, Bon, et puis de toute façon, Toulouse va gagner. les deux autres, vous savez qu'on va pas répondre La Rochelle. Toulouse sur un drop d'Entamac à la 80, à 80e, quoi. Sur la sirène, quoi. On avait prévu un thème sur la Ligue 2, je pense qu'on va pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il reste 10 minutes. Ouais, non, c'est bien. Ah, on s'en fout. C'est bon. Ah, on s'en fout de la Ligue 2. Ah, vous vouliez parler de Bordeaux, Rodez? Ouais, Bordeaux et Rodez. Mais bon, est-ce qu'on le fait, on le fait rapidement? Vous en pensez quoi? Ah, C'est justifié ou pas justifié? Mais c'est une farce cette histoire. C'est scandaleux, je trouve. Pourtant, j'aime pas Bordeaux. Mais non, mais c'est Bordeaux. le cinéma que fait le mec là. Enfin, mais c'est juste scandaleux. Je crois que c'est la même chose que toi. Et tu retrouves ça dans tout le football après, tu sais. Le mec est commotion cérébrale. C'est juste, tu vois les images. Bon, Allez, c'est ouais, c'est lamentable. Est-ce que c'est pire que ce qu'a fait Mourinho après la finale, d'insulter les arbitres et puis qu'après ça incite à la violence, même si c'est la bêtise humaine, je suis pas sûr. Mais bon. c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, Ça, c'est tout ça, pareil. c'est pareil. Donc, Rodez, Mourinho, là-dessus, même combat, quoi. quoi. Ouais. Yeah, si on m'avait dit qu'on allait dire ça un jour, Rodez Mourinho, Rodez Mourinho, même combat. Il faut le garder. Ça, par contre, il faut pas couper ça. Alors, je pense même qu'on va faire des t-shirts de cette. Rodez Mourinho, même combat. C'est cadeau. C'est cadeau, les mecs. Des t-shirts avec l'ombre de Mourinho. C'est comme ça, je suis généreux. Du Rodez Football Club, du RFC, là. Je sais pas comment il dit. Le RAF. Le RAF. Ouais, RAF, Rodez Aveyron Football. RAF, Rodez c'est pas Aveyron Football. Pas le groupe qui chantait Yaka danser? Bon, il faut s'arrêter sur ça, les gars. Oui, je pense. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. On fera pas mieux ce soir. Je suis une bible musicale. Je suis le Jean-Paul Olivier de la variété française. On vous souhaite une belle finale de top 14. Et donc, on vous retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures. On n'aura plus de matchs à analyser en avance, donc je ne sais pas ce qu'on fera. Sans doute les bilans. Ah, mais attends, Encore du championnat allemand. Mercato. On va faire le bilan du championnat allemand. J'attends que Marc Mercato. nous parle de la saison de Dortmund. Ouais, j'ai hâte. Et du FC Il n'y Cologne. a pas le Tour de France. Il n'y a pas le Tour de France qui commence. Voilà, moi, je fais pas le tour de France. Non. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bye. Ciao les gars. La French Radio. Portugal.